Cette semaine, au balado, on parle de la crise tarifaire et des différentes conséquences pour le Québec, le Canada et les États-Unis avec l'économiste et investisseur Denis Julien. Et on s'interroge sur le financement en culture avec le chroniqueur et contributeur à Libre Média, Samuel Chabot. Bonjour à tous et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine. Libre Média, je suis votre animateur Francis Denis, en compagnie pour cette première partie avec l'économiste et commentateur Denis Julien. Denis Julien, bonjour. Bonjour à vous. Denis Julien, comme je l'ai dit, vous êtes économiste et investisseur, donc vous suivez de près, vous lisez ces rapports, vous lisez ces articles, vous suivez l'actualité véritablement à la seconde près, parce qu'il faut le savoir, là, la question des tarifs et de l'imbroglio entre le Canada et les États-Unis aujourd'hui, et même avec le Mexique, là, c'est quelque chose qui se déploie, disons, vraiment à la seconde près. Donc, nous sommes cette semaine, le 14 mars. Donc, parmi les différentes nouvelles qui sont sorties cette semaine, ça a été d'un côté les tarifs, l'annonce des tarifs de par Donald Trump, cette réplique par Doug Ford, et finalement ils se sont entendus pour pouvoir se rencontrer et tout ça. Donc parlez-nous un peu, Denis Julien, là, comment est-ce que vous voyez un peu cette seconde vague de tarifs, là, pour ne pas dire cette deuxième vague de négociations, parce qu'on peut le penser, il y a des négociations, disons, qui se font derrière les rideaux. Oui. Ce qui est, c'est vraiment étonnant et intéressant parce que c'est comme si on était incapable de se trouver des dirigeants qui soient compétents en matière économique. Autant on a eu Trudeau et d'autres dirigeants qui ont fait réapparaître un problème d'inflation qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans et qu'on croyait qu'on sera jamais assez nono pour se remettre dans ces bottes-là. Mais là, on trouve quelqu'un qui déterre quelque chose qui est encore plus âgé, qui est une guerre tarifaire qu'on a pu voir au 19e siècle, qui pouvait donner un résultat, mais qui ne peuvent plus en donner de ces résultats-là aujourd'hui, les guerres tarifaires, parce que nos économies sont trop intégrées. Fait qu'encore là, le politicien à la Maison-Blanche et quelques économistes non très représentatifs de la profession pensent qu'ils vont pouvoir faire certaines choses et ils n'y arrivent pas du tout, restent encore très surpris des résultats et pourtant ce qui est arrivé dans les dernières 2 semaines est extraordinaire parce qu'avant ça, malgré toutes les remarques, boutades, bravades de Trump, les marchés réagissaient pas parce qu'en soi, ils se disaient c'est tellement gros, c'est tellement incohérent, c'est tellement non payant de s'aventurer dans ce territoire-là, qu'il ne le fera pas. S'il le fait, ça va être à court terme pour obtenir une force de négociation, mais jamais il va vraiment aller au bout de sa logique, celle qu'il nous a quand même expliquée, mais jamais. On pense pas qu'il croit vraiment qu'il peut ramasser beaucoup d'argent avec ça. On pense pas qu'il peut vraiment changer le cours des choses et faire en sorte que des compagnies facilement ferment au Canada, s'en aillent aux États-Unis, sans qu'il y ait d'effet économique. Et là, en 2 semaines, les marchés ont dit, finalement, il est sérieux. Ils croient à ça. Et là, ils ont réagi immédiatement et fortement, ce qui a surpris probablement la Maison-Blanche. Parce que les marchés obligataires, tu sais, quand on est dans le monde de l'investissement, une des premières choses qu'on apprend, c'est que les gens qui gèrent les actions, en réalité, ont plus le profil d'un comptable. Ils achètent en rapport avec des ratios. Est-ce que c'est une entreprise moins endettée que les autres avec de meilleurs ratios de liquidité, de meilleurs ratios de rendement de toute manière? Là, tu as affaire quasiment à un comptable qui étudie les compagnies une par une. Et si tu demandes à cette personne-là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver au taux d'intérêt, elle va aussi bien dire, j'en ai aucune idée. C'est pas très pertinent parce que moi, j'achète des choses à bas prix, relativement à bas prix avec croissance prévue. Ceux qui sont les vraies personnes qui te parlent de ce qui est à attendre en macroéconomie, ce sont les gestionnaires obligataires.
eux autres pensent en termes de quelqu'un qui achète une obligation qui donne 5%. La chose dont elle a le plus peur, c'est que les taux d'inflation augmentent de 3 à 4 à 5 parce que le 5% qu'elle reçoit est pas suffisant pour la protéger contre l'inflation et lui donner un rendement. Alors, eux sont les plus habilités à prévoir ce qui s'en vient. Ben, en 2 semaines, ces gens-là sont passés d'un monde où ils croyaient que l'économie allait à plein et allait très bien aux États-Unis parce que Trump a pris une économie avec un taux de chômage très bas et un taux de croissance parmi les plus élevés au monde dans les pays développés. Et là, en 2 semaines, les marchés obligataires, le prix des obligations a augmenté, les rendements ont baissé, ce qui veut dire que tu as peur d'un ralentissement économique et que les taux d'intérêt sur 10 ans commencent à baisser. En 2 semaines, c'est arrivé ça. Ensuite, les marchés boursiers, eux aussi réagissent parce que là, chacune des parties de l'économie réelle, parce que vous avez Wall Street, mais vous avez Main Street. Main Street, ce sont les consommateurs, les dépenses gouvernementales, l'entrepreneur. Tous ces gens-là, toute partie de l'économie est en train de reculer en se disant les prix vont augmenter des denrées, on pourra pas s'acheter une auto au même prix, donc on va se retenir. Le prix des aliments va augmenter, donc la consommation courante, les aliments, ce qu'on paye pour un loyer, tout ce qu'on a à payer de manière incompressible ou presque, ça va nous coûter plus cher, donc il y a plein de choses qu'on n'achètera pas. Les consommations discrétionnaires ont planté. On s'aperçoit que les intentions d'achat d'une auto, d'un meuble, de quelque chose qui est pesant dans un budget, c'est reporté. L'entrepreneur qui les fabrique, lui, se dit, je vais arrêter de fabriquer parce que je vais avoir de trop gros inventaires et je vais arrêter de commander à mon fournisseur. Les dépenses gouvernementales baissent, donc ça fait baisser le PIB aussi. Les exportations nettes vont probablement diminuer. Toute partie de l'économie est en train de réagir aux tarifs et l'équipe Trump ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bouleversant pour les acteurs économiques. Et là, c'est eux qui sont illogiques parce qu'en réalité, ce qui arrive, c'est ce qu'il y a dans les textbooks. Est-ce que qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que c'est par exemple Donald Trump qui achète une Tesla, fait un photo op avec Elon Musk pour l'encourager, tandis que parce qu'on sait comment l'action de Tesla a chuté, là, est-ce que c'est un peu ça ce genre d'image-là qui vous permet de dire que Trump s'attendait pas à avoir une baisse aussi énorme? Non, ce sont les multiples représentations et présentations auprès des médias que fait son équipe, entre autres Lotnick. Ces gens-là, la semaine passée, ils étaient vraiment dans les médias pour essayer de faire valoir leurs points et ça passe pas. Ça passe pas chez les hommes d'affaires, ça passe pas. Si les démocrates étaient forts, ils pourraient les mettre en pièces et là, ça commence à ne pas passer chez certains républicains. Et les marchés, là, sont vraiment en train de faire voir, c'est bien, on a maintenant fait l'hypothèse réelle que vous comprenez rien à ce que vous faites et que vous allez vous obstiner pendant un bout de temps et ils remonteront pas tant que vous aurez pas reculé. Ce qui me fait dire que c'est une position qui peut pas être soutenue longtemps. Mais ce que un textbook te dirait. Mais c'est ça, mais Trump, il a dit qu'il s'en foutait un peu, pas mal, au sens où, je pense que c'est la directrice de presse qui a dit on peut pas, je veux dire, la tolérance à la baisse du marché pour Trump, il est assez imperméable à ça. Là. Donc, ça lui fait... il est capable de voir des chiffres énormes parce que justement, ce qu'il dit aussi, Trump, c'est que, par exemple, la Chine, elle regarde, elle fait des projections et elle planifie son économie 100 ans à l'avance, tandis que nous, on est là à chaque trimestre. Donc, pour Trump, sa vision, c'est que c'est un échéancier trop restreint que de regarder trimestre par trimestre et que parfois, il faut, pour le bien-être, par exemple, des 20 prochaines années, avoir une année de souffrance pour, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument trumpien? Je réponds d'un que l'homme improbablement a pas changé à ce point-là parce que dans son premier mandat, c'était quelqu'un dont l'équipe dit qu'il surveille les marchés boursiers au quotidien plusieurs fois. Donc, c'est faux qu'il regarde pas. Il a intégré de la part de son équipe
une croyance en quelque chose qui ne se passera pas et la réalité va finir par leur amener peut-être à la raison, mais très tard, parce que ces gens-là qui nient qu'il y a un effet fort ne comprennent pas que, par exemple, avant même que les tarifs soient en place, ça cause des effets. Par anticipation, les acteurs économiques, une fois qu'ils ont compris que le bonhomme va s'obstiner et que beaucoup de choses vont coûter plus cher et que il y a des circuits économiques qui vont changer, avant même que tu aies un tarif, il y avait quelqu'un hier qui m'écrivait sur X que c'est pas vrai ce que je pouvais amener parce que je disais sur papier, les Américains, c'est 10 fois gros comme le Canada. Et pourtant, celui qui va être le politicien le plus touché négativement par son initiative tarifaire, ça va être Trump, parce qu'il amène le malheur sur les propres Américains et on va le voir rapidement, on le voit déjà. À court terme, c'est-à-dire que lui, il a l'air d'argumenter sur le long terme. Mais les marchés sont précurseurs. Une fois qu'ils ont intégré l'information puis qu'ils l'ont processé en français, les marchés sont en train de te dire, si tu comptes avec les informations dont on dispose, voici ce qui va arriver probablement. Il faudrait qu'il change d'avis pour que les marchés voient autre chose. Alors, lui se trompe parce que Trump va payer probablement beaucoup s'il change pas de cap bientôt. Mais un politicien canadien, lui, c'est tout l'inverse. Malgré qu'il y aurait une politique tarifaire tout aussi mauvaise pour sa population, parce que c'est sa population qui va payer le tarif imposé, lui, il va être glorifié, il va être porté au nu parce qu'il répond à une demande de la population. 80% de la population canadienne demande à ses politiciens d'imposer des tarifs qu'elle va payer elle-même. C'est comme souhaiter une TPS de 25%. C'est fou, mais les émotions ont pris beaucoup de place à un point qu'un politicien canadien ne pourrait pas agir rationnellement, pourrait pas essayer de vendre quelque chose qui fasse moins de tort aux Canadiens, parce que la chose n'est rendue que politique. C'est je vais jouer un autre jeu, je vais jouer le jeu que je ne plierai pas et on se détruira mutuellement avant que je lâche. Mais politiquement, moi, ça me fera pas de mal. Au contraire, ça va me faire du bien. Je suis vu comme une personne courageuse. Celui qui paye le plus, c'est celui qui a initié la guerre. Alors, même s'ils sont plus gros, il peut pas gagner à ça. C'est ça qui est étonnant. Les anticipations cause des effets immédiats. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que même quand il y a une guerre tarifaire, souvent, ça dure pas longtemps. Les tarifs sont enlevés au bout d'1 an, 2 ans après entente. Mais elles ont déjà changé les rapports économiques. Elles ont déjà fait augmenter le prix de plusieurs denrées. Ça ne revient pas à l'ancien état par la suite. Donc, Denis Julien, ce que je vois, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des grosses conséquences négatives sur l'économie américaine elle-même. Mais selon vous, par exemple, il y a Thomas Lee, CIO de Fundstrat Capital, qui est très, fameux dans les milieux d'investissement new-yorkais à Wall Street. Lui, il dit que les marchés ont surréagi. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec son analyse? Non, parce que les marchés ne demandaient qu'une excuse pour pouvoir sanctionner déjà des titres qui étaient sous examen. Fait que c'est comme ça qu'on peut comprendre le fait que une guerre commerciale, ça se fait entre entreprises manufacturières. Les tarifs sont sur des biens, pas sur les services. Alors, comment ça se fait que les technos ont autant de difficultés? C'est parce que les technos, c'était ce qu'il y avait le plus surévalué. C'était les titres qui, en fonction de leur évaluation, ça laissait voir que si c'est pour continuer comme ça, sans se corriger, c'est parce qu'on a une économie en santé où la demande pour ces services-là est importante. À partir du moment où tu arrives avec un point majeur d'inflexion, quelque chose qui est supposé être très perturbateur, si tu as par exemple à vendre des actions pour aller acheter des titres du Trésor, tu vas aussi bien vendre un indice. Si tu vends un indice, ce qui est surpondéré, c'est déjà les technos dedans. Alors, faut pas penser qu'il y a surréaction parce qu'il y avait des titres qui étaient déjà surélevés, puis c'est certain que
c'est pas au détail qu'il va y avoir une baisse, c'est l'ensemble de l'indice, puis ceux qui prenaient le plus de place, ceux qui avaient des multiples les plus élevés sont sanctionnés également, même si ça a à peu près rien à voir avec le monde manufacturier. Fait que c'est pas vrai que c'est une surréaction. On aurait pu avoir une correction pour autre chose, mais la réaction, elle est bien normale. T'attends. L'ensemble du système repose sur la confiance dans un ensemble de données. Et c'est pour ça que, par exemple, prenez le président de la Banque centrale. Le président de la Banque centrale a toujours une expression assez mesurée de ses intentions, de ce qu'il voit et de ce qu'il va faire. Vous ne retrouverez pas avec quelqu'un qui va avoir des propos colorés et qui va choquer le système financier en parlant quand vous avez un président de Banque centrale. Quand vous avez un président américain qui fait juste vous dire « Ben écoutez, si on a une récession, qu'est-ce que je peux y faire? » Déjà là, vous avez un signal que le bonhomme réagirait pas parce qu'il trouve que c'est un prix acceptable. Déjà en soi, ça laisse voir des choses et les marchés réagissent à ça. Vous avez jamais eu un président américain qui ressemble à Donald Trump pour avoir des déclarations qui peuvent bouleverser un marché. C'est 3-4 fois par jour minimum, puis il rechange d'idée ensuite. C'est juste qu'il y a une fatigue à un moment donné. Quand quelqu'un est vu comme erratique, vous avez toutes sortes d'explications qui peuvent ressortir. J'en ai entendu 2 qui étaient vraiment hors normes aujourd'hui, comme quoi on essaie de rationaliser un comportement qui, suivant, disons, la science économique, ça peut pas s'expliquer rationnellement. Fait que il y avait Monsieur Zappa dans le Journal de Québec qui disait que selon lui, c'était voulu par l'équipe de Trump de faire crasher le système pour convaincre le président de la Banque centrale de baisser les taux d'intérêt. Ce qui est une folie en soi que simplement dénoncer ça. Ça montre la profondeur économique de l'équipe journalistique au Journal de... Ça fait un peu complotiste aussi. Mais c'est fou braque. Et l'autre chose qui était vraiment drôle, c'est quelqu'un qui a demandé à Catherine DeWitt ou quelque chose comme ça, celle qui est la porte-parole à la Maison-Blanche, qui lui a demandé pour expliquer en quoi la seule explication rationnelle que le journaliste avait, il l'avait en posant la question, ça se peut-tu que dans l'équipe Trump, il y ait du monde qui ait shorté le Dow? C'est qu'ils font crasher le système parce qu'ils ont acheté des contrats à terme qui récompensent si le Dow... Ou shorter Tesla. Quand vous avez des questions semblables qui se posent, ça, c'était le côté qui est drôle, qui est fantaisiste, mais l'investisseur sérieux, lui, il prend bien plus de précautions que nécessaire. Lui, il va se retirer. Il va attendre que, étant donné qu'il a déjà calculé, il est rationnel pour moi de penser que Trump va avoir 4 déclarations bouleversantes par jour, jusqu'au jour où il va s'engager formellement à abandonner les hausses de tarifs parce que il va prétendre qu'il y a eu l'entente qu'il désirait. Alors nous, on va se retirer. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est que Pensez-vous justement que c'est pricé, comme on dit là, déjà dans la baisse qu'on a vue, c'est-à-dire que le marché a déjà pricé les différents tarifs de Trump, selon vous? Oui, qui changerait pas d'idée, qu'il y aurait des réponses, que le marché allait être vraiment dans le monde manufacturier, qu'il y avait un tas de bouleversement. Et c'est ce qui explique le retrait des marchés, parce que le retrait des marchés, ça prend en compte, est-ce que les consommateurs ont confiance? Non, la confiance s'est retirée, l'indice de crainte s'est élevé, le consommateur dit, j'ai déjà exprimé mon intention dans des sondages que je ne changerai pas mon auto, que j'achèterai pas de nouveaux meubles, que je construirai pas un chalet. L'entrepreneur a dit, moi, ne sachant pas où est-ce que le monde s'en va, tous les investissements sont sur le hold. Que ce soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, si t'as pas un tracé relativement clair des conditions économiques qui t'attendent, impôts, tarifs, autre chose, réponse à ces tarifs-là, tu dis, écoute, je suis dans un monde où moi je me retire et toutes mes intentions d'investir sont gelées. Alors, autant pour les États-Unis que pour ailleurs. Et vous avez les dépenses gouvernementales, c'est certain, qui diminuent. Donc ça diminue la demande de ces gens-là et du gouvernement.
et vous avez les exportations nettes qui vont diminuer. Donc, il y a des raisons très suffisantes d'anticiper un retrait que le taux de croissance du PIB diminue et même s'en aille dans la zone négative. Et les marchés, entre deux solutions, ils vont prendre la solution la plus fessier, c'est de dire, écoutez, je fais comme s'il était sérieux, qu'on allait nous répondre très émotionnellement et très fortement, parce que on trouve rationnel d'être émotionnel quand on a un politicien qui répond à la colère de sa population, parce que il y a ça qui le cause partout. En 2 semaines, il a causé un changement là important à travers le monde, mais un changement important à l'encontre des États-Unis uniquement. C'est si j'étais un ennemi ou un adversaire sérieux comme la Chine de Trump, je me dirais, mon Dieu, on me sert sur un plateau d'argent le plus mauvais général possible de sa cause. Je pourrais aujourd'hui vendre plus facilement à un allié américain des produits parce qu'il se méfie plus des Amériques maintenant. C'est incroyable ce qui se passe. Fait que l'investisseur, lui, il est en retrait à l'heure actuelle. Mm-hmm. Donc, est-ce que, bon, selon vous, ça peut avoir des impacts déflationnistes parce que, bon, l'inflation, la déflation, selon beaucoup d'économistes, c'est un mécanisme monétaire, c'est-à-dire que plus les prix augmentent, d'une certaine façon, c'est que l'argent vaut moins parce que ça prend plus de unités de $1 pour acheter le même produit, donc le $1 vaut moins dans sa capacité d'achat. Est-ce que il n'y a pas un aspect déflationniste au sens où, là, c'est un regain du pouvoir d'achat lorsqu'on voit les actions baisser comme ça, c'est-à-dire que moi, par exemple, avec le même, je dis un chiffre, là, $220, je peux acheter une action de Tesla pour $220 alors qu'elle était à $480. Donc, mon pouvoir d'achat avec mon $1 en termes d'action, il est beaucoup plus puissant qu'il l'était. Est-ce que ça peut être un phénomène déflationniste au sens où il y a un regain de valeur d'achat ou c'est simplement une baisse de la valeur de l'actif? C'est pas sûr l'effet net parce que, en gros, l'effet d'un tarif, c'est d'augmenter d'un coup sec le prix d'une certaine denrée ou d'un panier de consommation. Donc ça, c'est assez anticipé comme si on regarde les indices qui témoignent l'augmentation du niveau des prix. Ce qui est prévu dans la prochaine année, c'est qu'il augmente plus vite que ce qui s'était prévu à cause des tarifs. Un effet net, par exemple, du fait que, par exemple, si vous avez la valeur de vos actifs, de votre fonds de pension, vous avez un RIR d'1 million qui a baissé de 10%, vous vous sentez plus pauvre. L'effet de richesse négatif fait que vous allez réduire votre consommation. Il se peut que la demande s'exerçant sur un bien soit tellement diminuée qu'elle annule l'effet tarif. Fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça cause au total. Et c'est pour ça que les marchés réagissent fort. C'est qu'ils se disent, c'est quelque chose qu'on n'a vécu ni un ni l'autre. Ces politiques-là sont des politiques d'un autre siècle, le 19e, même pas le 20e. Et c'est une politique appliquée à un monde fortement intégré, ce qui n'existait pas avant. Alors, les effets nets, on les connaît pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que ça peut juste être nuisible. Et c'est pour ça qu'il y a un retrait, il y a une prudence. Une croissance économique, ça repose sur la confiance dans un avenir radieux. Le consommateur pense qu'il va conserver son travail et donc il peut emprunter puis il peut acheter des biens meubles ou des biens immobiliers. L'entrepreneur a confiance d'emprunter pour immobiliser dans une usine pendant 20 ans quelque chose qui va lui donner un rendement, mais il y a des paiements à faire. Quand vous bloquez ça par une nouvelle expérience qui, sur papier, devrait s'avérer désastreuse, c'est normal qu'ils réagissent. Et c'est pour ça que ce qui serait rationnel de penser, c'est que je pense que Trump a tort. Il est vraiment mauvais pour ce qui est de la compréhension de l'économie et du commerce international, tout comme le sont ses conseillers. Je pense que la réalité va les rattraper assez tôt. Et Trump va probablement sacrifier ceux qui pourra désigner comme étant ceux qui ont commis des erreurs en premier. Mais je pense pas qu'il peut continuer à faire ça parce qu'il est déjà presque tagué comme le président de l'inflation, d'une augmentation des prix, d'un crash boursier peut-être, et éventuellement d'une récession.
Fait que c'est pas ça part mal, là. Ça part très mal. Mais est-ce que c'est pas la bulle, c'est pas juste une bulle qui est en train de dégonfler au sens où on voit certains stocks d'actions qui étaient évaluées à des multiples, disons, extravagants, si on s'en tient à des critères historiques. Donc, il y a des choses qui se passent. On peut penser, je sais pas, à des Palantir ou à justement des Tesla ou des Nvidia qui étaient extrêmement peut-être surévalués si on en considère peut-être le prix pour. Est-ce que justement c'est pas juste dans ce gras-là, cette espèce de bulle-là qui se dégonfle et donc peut-être que à long terme, ça peut être une bonne chose d'avoir un certain reset au niveau des prix des actions et peut-être que cette logique déflationniste pourrait éventuellement toucher l'économie. Et peut-être que ça peut avoir aussi des bons aspects si on pense à l'immobilier au Canada. En tout cas, c'est mon point de vue de néophyte, mais il me semble que c'est surévalué un peu. On achète des cabanes pour 500 000 $, même des millions si on se transporte à Vancouver et tout ça. Donc, c'est sûr que le parallèle entre l'économie en général et le marché immobilier n'est pas direct et parfait, mais il y a quand même, il me semble, on pourrait gagner en pouvoir d'achat si le prix des biens se réduisait, non? Elle baisse la valeur des maisons avec une offre qui ne change pas. Ça peut juste arriver parce que la demande est moins importante. Si la demande est moins importante, c'est parce qu'il y a un tas de jeunes qui n'ont pas assez confiance pour entrer dans le marché de la demande immobilière. Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Par exemple, les tarifs ont un effet. Il y a une guerre tarifaire depuis une vingtaine d'années minimalement entre les États-Unis et le Canada. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille pour une grosse compagnie qui est dans le boîtillage, on a de grandes difficultés. C'est toujours, c'est une guerre constante avec les États-Unis. Ce que ça a fait dans le dernier 20 ans, c'est tellement faire augmenter le prix du bois de construction qu'à un moment donné, c'était devenu plus rentable d'acheter du bois pour les États-Unis. C'était plus rentable d'acheter du bois en Autriche et dans des pays européens. Ça, c'est parce que vous avez des tarifs. Les tarifs font augmenter le prix des denrées. Et le bois de construction, si vous êtes quelqu'un qui voulait que la construction se fasse, vous pouvez pas artificiellement ajouter des coûts. Et ce que les États-Unis font, entre autres, avec le bois d'œuvre, qui en provenance de chez nous, Trump dit on n'en a pas besoin, mais à court terme, ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Et tout ce que ça montre, les effets de guerre passée, c'est que le prix moyen augmente. Et c'est comme un peu l'inflation. Plus le prix moyen augmente, plus les écarts de prix, les oscillations pour donner le prix moyen sont élevés. C'est comme un peu la raison pour laquelle une banque centrale dit « Moi, mon objectif, c'est de garder l'augmentation du niveau des prix à peu près à 2%. » C'est parce qu'on sait également que dans une période où, par exemple, les prix augmenteraient de 6% en moyenne par année, les écarts autour du 6 sont plus importants. Ça peut passer de 4 à 8, de 4 à 10. Fait que là, tu te dis, je veux calmer tout ça, je veux rendre prévisible je veux pour quelqu'un qui fasse un plan de construction, un gros projet, je veux rendre la chose plus prévisible. Sinon, il va trop attendre. Il va attendre qu'il y ait un taux de rendement espéré très élevé pour compenser le risque qu'il prend. Fait que c'est pour ça qu'on garde que c'est souhaitable de garder une augmentation du taux d'inflation de manière relativement basse, 2%, mais c'est également la même chose pour les tarifs. Si vous passez votre temps à mettre votre doigt dans l'engrenage, vous causez une difficulté de planifier pour l'entrepreneur. Et lui, en plus, c'est qu'il y a des emprunts à faire. Ça, c'est des coûts certains. Avant de les consentir sur une longue période, il a besoin d'être pas mal certain de son coût. Une guerre tarifaire lui enlève toute certitude. Parce que vous ne savez pas comment ça va finir, parce que justement, on n'est plus dans le calcul, on est dans la réponse émotionnelle, parce que la politique s'en est mêlée. C'est une déclaration de guerre, une guerre tarifaire. C'est ce qui quand vous lisez sur les grands auteurs économiques depuis le 18e, ce qu'ils vous disent, c'est que le commerce réduit l'occurrence des guerres. Faire commerce, ça fait en sorte que vous avez en face de vous moins un ennemi qu'un client ou un fournisseur.
On a moins tendance à tirer là-dessus. Si vous y allez d'une guerre tarifaire, vous vous rapprochez plus de quelque chose qui est émotionnellement dérangeant. Vous faites plus confiance à quelqu'un, d'autant que la dernière entente qu'on avait, il était signé par Trump. Là, vous vous dites, même si j'en signais une autre avec lui, ça vaudrait quoi? On a vu cette semaine, les chiffres de l'inflation ont baissé un petit peu, là, donc c'était bon signe. Est-ce que c'est dû à la précédente administration ou à ces politiques-là qui mènent peut-être vers la déflation dont on parlait? Cathy Wood, elle en parlait aussi cette semaine. Donc, est-ce que les différentes baisses d'impôts promises vont éventuellement pallier aux effets négatifs que vous avez mentionnés? C'est à suivre. Mais Denis Julien, en terminant, qu'est-ce que vous allez surveiller là, dans les prochains jours? Là? Qu'est-ce qui est sur votre radar? Puis, quels sont vos pronostics par rapport à tout ça? Les effets pour le Canada. Ce qui m'intéresse, c'est les effets cumulatifs pour le Canada, parce que même si on mettait fin à ça, le Canada, sur une période de 10 ans, supposons 2012 à 2022, a perdu 5% de ses entreprises qui vont ailleurs, qui vont sur le marché boursier américain, parce que si tu es sur le SP500, tu obtiens beaucoup plus facilement du financement. Il y a déjà une tendance à ça. On n'avait pas besoin d'avoir une guerre supplémentaire. Les États-Unis sont déjà très attirants, pas juste pour des entreprises canadiennes. Et comme on s'est attaqué à l'entrepreneur canadien dans le dernier 10 ans, on va accélérer ça déjà. La dernière guerre tarifaire va faire encore plus réfléchir quelqu'un qui a des projets futurs. Ça change rien au présent. Mais marginalement, tout projet qui était proche d'être sur la table, on va avoir de la difficulté à l'obtenir au Canada par rapport aux États-Unis. On n'avait pas besoin d'une guerre tarifaire pour rendre beaucoup plus intéressant d'aller ailleurs, dans les mines, dans l'énergie. C'était déjà écrit qu'on a tellement mis des bâtons dans les roues que tu as une compagnie canadienne qui est mieux d'aller sur une bourse américaine et d'acheter des droits d'exploitation à différents endroits dans le monde, mais de pas le faire au Canada, qu'il va le taxer plus, qu'il le réglemente plus, qu'il va vouloir le sacrifier comme on le fait. Fait que ça, déjà, on est en mauvaise posture et cette guerre-là va nous rendre la vie encore plus difficile. Et de ces effets cumulatifs, il y aura également des effets cumulatifs au niveau politique. Et on voit les différents sondages qui disons, une prime est donnée à celui qui se porte contre Trump. Oui. Ça, c'est clair. Alors, Denis Julien, c'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui de ce télérama des guerres, de la guerre tarifaire entre Trump, le Canada et le Mexique aussi, mais c'est surtout sur le Canada et les effets négatifs que ça peut avoir à différents niveaux sur l'économie. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bienvenue. À la prochaine. Et dans cette deuxième partie de balado aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagné de Samuel Chabot. Samuel, bonjour. Bien le bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs aussi. Samuel Chabot, c'est votre première participation au Libre Podcast, mais vous êtes un contributeur et vous écrivez sur Libre Média ou libre-media.com de manière régulière. Mais tout d'abord, simplement pour vous présenter avant d'entrer dans certains articles que vous avez écrits récemment. Samuel Chabot, d'où venez-vous et parlez-nous un peu de votre parcours? Oui, bien bonjour. Donc c'est ça, moi je suis originaire de la ville de Québec directement. Je suis un ancien militaire, j'ai fait 9 ans au sein des Forces armées canadiennes. Je me suis retiré par la suite à suite de blessures. Maintenant, aujourd'hui, je suis à l'université dans le domaine des sciences politiques et des relations internationales. Puis, je suis le petit nouveau chez Libre Média. J'ai commencé seulement en décembre de la 2024. Mon objectif initial, c'était simplement juste peut-être, je dirais bien, divulguer mes idées, amener une contribution à la discussion que je trouve qui manque cruellement au Québec actuellement. Fait que, puis pour l'instant, ça semble bien aller. J'ai des belles réponses des auditeurs. Non, franchement, je suis bien content de tout ça. Et parmi les textes que vous avez écrits, dans le fond, pour récemment, et qui fait jaser, c'est-à-dire c'est cet article qui s'intitule « Qui a peur » de Guillaume Abaciello. L'entrepreneur Guillaume Abaciello
bien connu au Québec, qui est l'homme d'affaires derrière Pizza Salvatore. C'est une affaire familiale, mais il est un des têtes d'affiche, pourrions-nous dire. Alors, selon vous, Samuel Chabot, bon, ce débat là, autour des subventions en général et les subventions aux artistes en particulier font partie de ces thèmes que vous voulez développer. C'est un article qui a bien marché sur libremedia.com. Et bon, parlez-nous un peu là, pouvez-vous nous faire un bref rappel de la polémique et un peu comment vous vous situez dans ce débat-là? Eh bien, d'abord et avant tout, de la manière que ça s'est produit, c'est, on le rappelle aux auditeurs, Guillaume Abatiello s'est présenté sur un plateau de Radio-Canada à l'émission de Marie-Louise Arsenault qui s'intitule « Tout peut arriver ». C'était une rencontre comme ça où est-ce qu'il invitait toutes sortes de panels, dont le ministre de la Culture lui-même, Mathieu Lacombe. À la suite de l'enregistrement, Guillaume Abatiello a décidé d'enregistrer une vidéo à bord de son véhicule où est-ce qu'il parlait un peu de ce dont il avait été témoin directement à l'intérieur des studios de Radio-Canada et ainsi que sur le panel lors de l'enregistrement de l'émission. Puis il s'est mis à questionner tout simplement l'apport en culture, parce que sur le plateau, on se rappelle, certains se sont mis à parler du fait qu'il faudrait augmenter les subventions à la culture encore, etc. Guillaume Abatiello, ce qu'il expliquait dans son auto à ce moment-là, c'est qu'il avait l'impression d'être entouré d'extraterrestres, là je le cite, puis que pour lui, il comprenait pas la logique derrière tout cela. À cause qu'il est entrepreneur, lui, il disait tout simplement, écoute, moi, dans une entreprise, si on ne génère pas de profit ou qu'on a un problème en termes d'offres ou demandes, quoi que ce soit, on s'ajuste, tout ça. Il dit, là, la question ne s'est pas posée. Donc, c'est une vision entrepreneuriale de la chose, hein, de la culture, etc. Mais ça l'a soulevé énormément de passion, allant même jusqu'à une riposte du ministre de la Culture lui-même qui s'était enregistré dans une vidéo. Après ça, on a eu d'autres personnalités connues de la sphère publique, Guy Lepage, on parle Louis Morissette, par exemple, ou Gino Chouinard, qui sont tous allés de leur propre version des faits, puis ne se sont pas gênés non plus pour y aller d'accusations quand même assez sévères. Donc, grosso modo, c'est ça. Ça l'a fait une forme de polémique. Sa sœur est sortie par la suite, qui est elle-même aussi copropriétaire de l'entreprise. Puis elle a défendu qu'elle se dissociait de tout ça, et ainsi de suite. Donc, un beau c'est tableau. tout au Québec. Oui. Au Québec, vous l'avez mentionné, bon, il y a une difficulté souvent à débattre et avoir des opinions tranchées. Et bon, c'est sûr que quand on se présente avec le logo d'une entreprise à côté de soi pour donner des opinions personnelles, ben ça peut les co-actionnaires peuvent se sentir entraînés malgré eux. Bon, donc ça, c'est une histoire de famille, on les laisse gérer ça de leur côté. Mais il y a quand même un débat de fond, c'est-à-dire que vous avez cet entrepreneur-là qui, lui, est, entre guillemets, un contributeur direct, c'est-à-dire que lui, il participe par ses impôts et par son travail directement, sans subvention, justement, au bien-être de lui, de son entreprise et de ses employés. Et mais vous avez de l'autre côté, bon, des gens qui sont disons, bénéficiaires de l'impôt de l'autre, et donc par les différentes subventions qui sont données aux organismes. Donc, on peut penser qu'il y a du bien dans les deux positions. On peut penser que il est clair que peut-être la ponction des impôts qui sont demandés aux entrepreneurs au Québec est très décourageante pour les nouveaux qui essaient de s'investir là-dedans. Et on peut penser aussi que, de l'autre côté, la culture québécoise, elle est en difficulté si elle ne peut que compter sur les forces du marché pour pouvoir la subventionner. C'est clair que à 8 millions d'habitants, 10 millions, c'est pas la France et c'est pas les États-Unis non plus. Et donc, il y aurait une difficulté là à être complètement autonome, disons ça comme ça. Vous placez comment dans ce débat-là, Samuel Chabot? Moi, je suis très départagé, puis je comprends les deux arguments, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Ça dépend comment je dirais bien? Ça dépend du point de vue qu'on lui donne. Si on parle de la culture sur un sens entrepreneurial, par exemple, générer des revenus, tout ça, on peut parler de subventions. Ça va de soi. Comme beaucoup d'entreprises reçoivent des subventions du gouvernement, il n'y a pas de mal à ça. Ça encourage justement le fait d'aller chercher des nouveaux employés, la formation, etc. Je peux comprendre tout ça. Et à l'envers, sur le plan de la culture elle-même, on parle de quoi en termes de culture? Parce que la culture,
On peut parler de nos racines, on peut parler de notre histoire, on peut parler de notre langue. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le domaine de la culture. Est-ce que tout s'équivaut? Est-ce que tout se vaut? Je crois que la question peut se poser. Est-ce que j'ai la réponse? Je doute que quelqu'un ait 100% de la réponse. J'aimerais bien l'entendre si ça existe pas vrai. Donc, moi, je prône la discussion, littéralement. Où est-ce qu'on s'assoit, on réfléchit, puis on regarde s'il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'il y aurait des coupures qui seraient possibles de faire? S'il n'y en a pas, c'est correct. Il n'y a pas de problème. On peut se l'admettre collectivement. Écoute, il y a une précarité dans le domaine artistique. Notre culture vaut la peine d'être défendue. C'est un choix de société qu'on fait. Mais il faut que ce choix de société-là soit partagé aussi au sein de la population. Il faut que la population, elle aussi, soit d'accord avec ça. Parce qu'à partir du moment où si on donne des subventions, peu importe l'artiste ou la discipline qu'on parle, puis que ça attire pas les gens sont pas intéressés par ça, mais qu'on continue à subventionner, là, ça peut devenir un problème. C'est là qu'il faut faire attention, puis je crois que c'est important que de part et d'autre, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur l'échelle, qu'on prenne tout le temps de s'asseoir peut-être, de réfléchir, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Tout simplement. Ma position est surtout là. Je suis très, très centré dans tout ça, parce que la culture, oui, c'est important. Ce qu'on peut noter dans ce que vous dites, c'est un peu le manque de transparence là qu'on pourrait noter. Est-ce que c'est pas nécessairement disons, pis-aller au sens où c'est très difficile lorsqu'on confie à l'État le devoir de, disons, subventionner la culture que de lui donner un aspect démocratique au sens où si on le donne à l'État, l'État va traiter cet argent-là par ses propres mécanismes, ses propres manières de faire. Quelles sont-elles ces manières de faire? Ben, c'est avoir un ministère de la culture avec des fonctionnaires qui vont prendre des décisions selon des grilles de critères qu'ils ont préalablement. Et c'est facile pour ces ministères-là de devenir un peu des tours d'ivoire et devenir des bulles dans lesquelles les gens se parlent entre eux et qui, avec le temps, deviennent un peu déconnectés du entre guillemets vrai monde. Et donc il y a un décalage entre la population en général et ceux qui finissent par bénéficier des subventions en culture, et de ce décalage génère des conflits. Donc peut-être que justement ce conflit entre les deux, d'un côté ceux qui bénéficient, les artistes bénéficiaires des subventions et ceux qui contribuent directement, ben on a affaire à justement cette cristallisation de ces deux intérêts antagonistes qui pourraient éventuellement se solutionner par une plus grande transparence. C'est ça que vous dites? Oui, exactement. Ça prend de la transparence dans ce genre de dossier-là. Et comment le mettre en pratique? Comment changer les façons de faire au ministère de la Culture pour laisser plus de transparence? Il y a des moyens. On pourrait penser, par exemple, dans les entreprises, souvent, pour ce qui est d'aider des causes, ce que les entrepreneurs vont faire, c'est de faire en sorte que on va faire 50-50, c'est-à-dire l'employé décide de donner à une cause en particulier, et donc l'employeur décide d'embarquer avec lui et donne, moi je vais augmenter de 50% le don que tu fais à cette cause-là, au lieu de décider, le PDG de l'entreprise décide à qui il va donner d'une manière unilatérale et tous doivent s'unir à cette cause-là. Ben là, il y a une plus grande place à la diversité. Est-ce que ça serait un modèle plus, disons, plus démocratique, là, au sens de transparent du terme, qui pourrait permettre justement d'aider les gagnants, entre guillemets. On va aider ce que les gens décident de consommer comme bien culturel. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, là? On essaie de, au lieu d'aider au lieu d'investir au sens de prendre des risques dans le capital de risque, on essaie d'aider par-dessus ceux qui ont réussi. Oui, c'est ça. Ça peut se faire sous plusieurs formes, soit du partenariat privé, des mécénats. Ça peut se faire. Il y a plein de façons de financer la culture. Puis oui, en quelque sorte, récompenser, comme tu disais bien, les gagnants, ceux qui se démarquent un peu. Parce que c'est plus populaire. Exactement. C'est pas une question non plus d'enterrer les autres qui ont moins de visibilité, quoi que ce soit. Le point est pas là. Ben, c'est simplement que, comme dans n'importe quelle carrière qu'on entame dans sa vie, ben, ça prend une certaine dose d'effort, ou un entrepreneur qui démarre une entreprise, ça prend une certaine dose d'effort au début avant de commencer à avoir des résultats. La même chose est valable en culture. Comment que j'expliquerais bien? J'aime bien les joueurs de pipeau.
OK, il n'y a pas de problème, je trouve ça mignon sur la Grande Allée, mais est-ce que on peut se poser collectivement la question, est-ce que l'État ou les contribuables, l'argent des contribuables, a à aller financer ce type d'activité-là? C'est important de se poser ces questions-là. Puis oui, ça serait bien qu'il y ait une forme de méritocratie, avec une plus grande transparence à ce niveau-là pour voir que ça intéresse des gens. Là, des fois, on a tous été témoins, je crois, d'expositions, des fois parfois douteuses, des choses comme ça, où on se demande, OK, oui, c'est de la culture. Est-ce que c'est notre culture? Est-ce que ça mérite réellement des fonds publics? Puis ce qui est important aussi, c'est qu'il faut comprendre que la conjoncture économique actuelle au Québec, c'est pas optimal. Tout va mal, tout part en lambeaux. Là. Quand on parle de la santé, qu'on parle des infrastructures, qu'on parle de nos ministères, on pourrait parler de ça une journée de temps. Mais quand ça va mal, puis qu'on a des problèmes de fonds, qu'on a des déficits budgétaires, n'importe quoi, c'est important de faire l'exercice, de vérifier où va l'argent, comment qu'on distribue l'argent, puis pas juste en culture, on parle de tous les domaines. Ben c'est ça, là, on vous rétorquerait que les biens, disons, les subventions en culture, c'est minime et que les faillites telles Norvolt, c'est eux qui reçoivent le gros du paquet, c'est eux qui finalement nous coulent davantage que la culture. C'est ce qu'on vous dirait sur ce point que vous avancez. Mais ils auraient raison à un certain niveau, mais comment je dirais, si on a à être responsable avec de l'argent, avec l'argent des contribuables, on doit l'être partout. Il faut l'être partout. Exactement. Donc, d'autres modèles, par exemple, si on va aux États-Unis, on regarde des musées qui sont là-bas, on va au Metropolitan Museum of New York, on va ici et là. Les musées, c'est souvent quelque chose qui sont des initiatives privées aux États-Unis, tandis que par opposition à l'Europe, où est-ce que c'est souvent plutôt les États. Est-ce que au Canada ou au Québec, on pourrait pas essayer de comprendre quelles sont les conditions de possibilité de ce mécénat qui finalement sont les grands entrepreneurs de ce monde. Donc peut-être est-ce que selon vous, le modèle étatique, parce qu'il a manqué de transparence par le passé, parce qu'il a subventionné des choses et que finalement, à la fin de la journée, comme on dit aujourd'hui, on arrive avec une certaine avec des produits culturels que les Québécois eux-mêmes ne veulent plus consommer, avec une baisse significative à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit pas justement essayer de réformer notre modèle en essayant de partir sur un nouveau modèle qui serait celui du mécénat, qui est celui d'entrepreneurs qui décident d'investir en culture. Lorsqu'on, par exemple, on va visiter les grands musées, que ce soit le musée du Vatican ou peu importe lequel musée, on voit comment l'art a été de tout temps subventionné, entre guillemets, mais pas nécessairement par des États, mais par des grands personnages puissants. On peut penser aux cardinaux qui commandaient des belles pièces du Caravage, etc., etc. Donc, on voit les fruits qui sont encore présents aujourd'hui. Exactement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement une pérennité substantielle donnée à celui qui paye pour commander quelque chose? Donc, on dit souvent pourquoi il y a tant de gaspillage chez les gouvernements, c'est parce que c'est pas leur argent. Tandis que si on passait donc, est-ce que c'est un peu la même chose dans le monde culturel? Donc, pourquoi est-ce qu'ils gaspillent dans des bêtises culturelles? Ben, c'est parce que c'est pas leur argent. Serions-nous mieux servis comme culture au Québec avec plus de grandes fortunes qui paieraient avec leur argent et finalement, il y aurait moins de gaspillage et à la fin, on revisiterait encore aujourd'hui et on regarderait encore aujourd'hui l'art que produit ce système. Devrions-nous passer du modèle étatique à celui du mécénat de la société civile? Ben, selon moi, oui. Pour la simple et unique raison qu'à partir du moment où tu as un investisseur privé qui est intéressé à financer ton art, peu importe de quel art on parle, ça démontre une chose, qu'il y a une demande pour ça. Ça se fait automatiquement. Donc, c'est sûr et certain que si les artistes se fient plus sur une finance qui est en provenance du privé, on va avoir selon moi, une meilleure représentation de ce que le public recherche. Parce que quand on met son argent privé dans un projet, on s'attend qu'à l'autre bout, on ait
du positif, un dénouement positif, qui soit financier, qui soit peut-être même uniquement culturel. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui veulent encourager un type de culture ou quoi que ce soit, mais qui savent que ça va prendre, qu'il y aura une clientèle pour ça. C'est excellent. Et les crédits d'impôt, encore là, ils passent par les fonctionnaires. Donc, on est encore pris dans ce modèle-là au moment même où on veut s'en départir. Donc, comment vous verriez ça au concret, là? C'est-à-dire, mettons, moi, j'ai 50 000 $, je veux encourager un artiste peintre et je veux lui commander une peinture. Est-ce que j'ai droit à un crédit d'impôt? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il faut des réformes fiscales? Là? C'est tout part de là, parce que si on parle de financement, donc le problème, est-ce que c'est l'asphyxie fiscale qui est due au gouvernement qui est trop présent et qui finalement pense redistribuer, mais finalement arrive au gaspillage culturel? Est-ce que ça passerait par des allègements fiscaux pour la subvention privée à l'art? C'est une excellente question, Francis. Ça pourrait, oui, encourager. Ça pourrait permettre d'encourager l'art et le financement en provenance du privé. Tu sais, là, on parle, par exemple, d'un tableau à 50 000 $. Oui, puis il y en a beaucoup, d'ailleurs. Ça pourrait encourager. D'un autre côté, ça reste la consommation d'un produit qui est fait par un créateur. Est-ce que c'est au contribuable, encore une fois, à payer parce que quelqu'un peut se payer un gros tableau? C'est un crédit d'impôt, là. On fait juste dire que ce bien-là est un bien, entre guillemets, sacré, comme on donne à la dîme à l'Église, on donne à un artiste. Donc, donc l'État ne débourse rien. Tout ce qu'il fait, c'est ne pas aller piger dans les poches de la personne qui fait par son argent un engagement au bien commun, là, concret. Moi, concrètement, je trouve que c'est une bonne idée qui mériterait une analyse plus approfondie aussi. C'est la première fois que je l'entends puis je la trouve bonne. Fait que non, c'est bien. Faut s'inspirer du... Oui, non, c'est ça, exactement. Exactement. Parce que c'est un débat de tout temps, le financement des arts. Ça a toujours été quelque chose de précieux pour les sociétés, pour les cultures et tout ça. Donc, c'est important de penser à son financement parce qu'on n'est pas des anges non plus. Donc, on a besoin de se loger, de se nourrir et tout ça. Mais quel est le modèle qui est le plus à même à produire les grandes œuvres qui vont nous accompagner dans notre vie collective? Ça, c'est quelque chose qui mérite de se poser. Et peut-être que c'est la trame sous-jacente au débat qu'on a vu dans le cas de Guillaume Abbassialo et des répliques qui se sont faites un peu partout. On s'entend que l'État, peu importe le domaine, qu'on parle de la culture ou qu'on parle des infrastructures de la santé, l'État est un bien mauvais gestionnaire financier. On va se l'accorder, puis souvent les décisions sont prises à huis clos, on n'est pas trop au courant de comment la décision s'est prise, etc., puis sur quelle base ça a été fait. C'est sûr que plus on va s'éloigner de cette espèce de mécanisme de toujours se fier sur l'État pour accorder quelque chose ou quoi que ce soit, selon moi, mieux ça va être. Ça, c'est ma vision de la chose. Donc... Et comment arriver à des solutions des autres? Parce que si on laisse un vide complet, c'est sûr que peut-être que là, il va y avoir un définancement et ça peut, la culture québécoise pourrait en souffrir. Donc, comment arriver à des modèles peut-être mixtes dans la transition de l'un à l'autre, c'est peut-être une voie d'avenir aussi. Peut-être une autre trame sous-jacente, ça serait de penser aussi que aux États-Unis, qui accapare un peu toutes les nouvelles, on voit en ce moment avec le Doge, par exemple, un grand démantèlement de l'appareil étatique fédéral aux États-Unis. Est-ce que c'est en s'attaquant à Abbassialo, c'est peut-être justement essayer de tuer dans l'offre aussi peut-être des gens qui pourraient être inspirés par ce qui se fait aux États-Unis? Oui, ben quand on regarde toute la classe artistique qui s'est soulevée après les propos de Guillaume Abbassialo, on comprendra sur le fond qu'ils protègent eux-mêmes leur propre gang-pain. On s'entend que ça m'étonnerait fortement d'en avoir un dans la culture populaire qu'on connaît beaucoup, puis dire oui, on définance la culture, ça me fait plaisir. Ça m'étonnerait fortement qu'on voit ça dans le vivant. Donc oui, c'est un sujet qui soulève énormément de passion. Guillaume Abbassialo, si ça l'a soulevé autant de passion, c'est parce qu'il a mis le doigt sur le bobo. C'est un sujet qui est très polarisant. C'est un sujet qui est très, très complexe. Puis oui, on regarde le Doge qui fait des coupures épouvantables. Je pense qu'on est rendu à 190 milliards là, en date d'aujourd'hui. C'est énorme. Est-ce qu'on
On peut être en accord ou en désaccord avec les coupures qu'ils ont faites, là n'est pas la question, mais on comprend que quand on fouille un peu au sein du gouvernement, on fouille un peu, on se rend compte que parfois il y a des dépenses plus superflues que d'autres. On va le dire comme ça, de manière polie, là. Fait que, est-ce que c'est la même chose en culture? Ça vaudrait peut-être la peine de faire une petite fouillée dans les documents à voir qu'est-ce qui sortirait de ça, là. En fait, c'est un débat qui a lieu et qui vaut la peine de suivre et de s'engager et d'argumenter parce que tous pourraient éventuellement être d'accord que la transmission culturelle au Québec est un enjeu qui a besoin, disons, qu'on s'y intéresse et aussi que le statu quo aujourd'hui n'est pas suffisant pour avoir une culture qui se déploie et qui nous ressemble tout en nous élevant. Mm-hmm. Ce qu'on pourrait retenir de cet article que vous signez sur Libremédia ou libretradingmedia.com, son titre « Qui a peur » de Guillaume Abbassialo. Et malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'en discuter et ça sera peut-être l'occasion de vous recevoir de nouveau, Samuel Chabot, mais vous avez également écrit un autre article présent sur le site web de Libremédia. Son titre, Jeffrey Epstein, la liste des noms qui fait trembler l'establishment. Alors, on voit un peu les thèmes qui vous intéressent, les parallèles avec la politique américaine, la politique québécoise et un peu tout ça. Donc, ce sont des thèmes qui vous habitent et que nos auditeurs et nos lecteurs auront l'occasion de bénéficier en syntonisant vos articles. Samuel Chabot, alors merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première participation au Libre Podcast. Ben, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Puis écoutez, si une autre invitation s'y prête, ça va me faire plaisir de vous rejoindre et de parler avec nos auditeurs. Ça va être avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libretradingmedia.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été les nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.